au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Effectivement, et je suis même pas seulement allée le voir, je suis allée le chercher et je l'ai ramené ici avec moi pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'actualité de la Sage. Salut Henri, ça va bien ? Salut Mathilde, oui ça va. Merci de te joindre à nous. Je t'en prie, c'est pas mal chez vous. Et merci, oui, on s'y sent plutôt bien aussi. Ouais. Ma première question portera sur votre assemblée générale qui avait, je crois, lieu hier matin. Tout à fait, ouais. Comme chaque année, donc on fait notre AG au Festival des Jeux de Cannes, hein, puisque c'est là où l'association a été créée il y a 4 ans. D'accord. Et donc on a fait l'AG hier matin, ça s'est très bien passé. Superbe. On a eu énormément de monde, on a eu des débats très constructifs, on a pu parler de tout ce qu'on a fait l'année passée. Et puis voilà, ma foi, et de tout ce qui restait encore à faire, évidemment. Du coup, pour avoir une petite vision de ce que vous avez déjà fait, ce qui vous reste à faire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc la SAGE, la Société des auteurs de jeux, pourquoi est-ce que vous vous êtes constitué il y a 4 ans, donc en 2016, 2017 Ouais, c'est ça. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous constituer et quel est votre objectif à part dominer le monde ? Ouais, alors à part dominer le monde, en fait à la base la SAGE s'est constituée parce qu'avant ça, il y avait 4 ou 5 collectifs d'auteurs en France. Dans des grandes villes comme Lyon, Rennes, etc. Il y avait Toulouse, donc la Cale, le Malte, le Cajot, le Graal, pour ceux qui connaissent, qui s'étaient créés. Et donc les auteurs avaient déjà commencé à se fédérer au niveau local. D'accord. Et c'est en se basant sur ces collectifs que la SAGE est née. Et d'ailleurs, actuellement, au conseil d'administration, on a un membre de chaque collectif. Ok. À l'époque, on avait 4 ou 5 collectifs. Maintenant, on en répertorie 19 sur le site. Dans 4 ans, c'est quand même une explosion assez énorme. Donc maintenant, quasiment chaque grande ville, on a un collectif d'auteurs. Voilà. Est-ce que tu penses que l'explosion du nombre d'adhérents de l'association vient du fait qu'il y a de plus en plus d'auteurs de jeux ou bien que les auteurs de jeux s'intéressent de plus en plus à ce genre de collectif ? Les deux, mon capitaine. Voilà. C'est-à-dire que oui. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre dans une proportion plus grande ? En fait, il y a eu une explosion du nombre d'auteurs de jeux de la même manière qu'il y a eu une explosion du nombre de jeux publiés, etc. au cours des 5-10 dernières années, c'est évident. Après, je pense que le fait qu'il y ait déjà quelques collectifs qui se soient formés et en plus soit porté par la SAGE, etc., ou plutôt que ce soit les collectifs qui portent la SAGE, et ben d'autres collectifs se sont formés pour reprendre l'exemple d'eux, parce qu'ils ont vu que ça marchait. Enfin, en tout cas, c'était intéressant, profitable, parce que c'est vraiment des moments où on partage, on échange, on travaille ensemble sur nos prototypes. Donc l'association, en fait, elle s'efforce de rassembler au niveau national tous ces collectifs, et puis même tous les auteurs qui sont pas dans les collectifs, et de les informer. D'accord. Et de défendre leurs droits, que ce soit au niveau du statut fiscal et social, ou les informer sur les pratiques contractuelles, etc., pour les aider à se professionnaliser. Est-ce que, peut-être parce que je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas nécessairement quelles sont, en termes contractuels, les habitudes du monde du jeu. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus ? Qu'est-ce qui marche bien ? Quelles sont les choses que vous avez envie d'améliorer pour les auteurs de jeux ? Alors, c'est un sujet technique là sur lequel tu me lances, ça va être un peu compliqué. Je sais pas, les clauses contractuelles, il y a plein de choses. On a des contrats qui sont vraiment pas trop moches quand même. Généralement on se base sur des contrats qui viennent du milieu du livre, si tu veux. Ok. Le milieu d'édition, oui, parce que ce qui est important, c'est que maintenant le jeu de société est du domaine de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique. D'accord. Et non pas de la propriété intellectuelle industrielle. On ne dépose pas des brevets pour protéger les jeux. Maintenant, un auteur de jeu crée un jeu. C'est un objet jeu qui est protégé selon la propriété intellectuelle, et puis c'est tout. Voilà. Les pratiques contractuelles, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Pardon de squeezer ta question, mais c'est parce que je crois qu'en 10 minutes, j'y arriverai pas. Voilà. Et du coup, ce qui est important, surtout, je crois, de souligner au-delà des pratiques contractuelles, parce que finalement, avec les éditeurs, on en parle, etc. Et j'ai bon espoir que la situation aille vers des résolutions qui sont, voilà, on n'est pas les pires, on n'est pas les moins bien lotis. Oui. Par rapport à d'autres métiers d'artiste-auteur, etc. D'un point de vue contractuel. Même s'il y a encore des fois des ovnis, mais peu importe. Notre gros problème à nous, auteurs de jeux, c'est qu'on n'a pas de statut fiscal et social. C'est-à-dire que là, de fait, si tu veux, on peut déclarer nos droits d'auteur aux impôts, on peut payer des cotisations sociales dessus, mais c'est une tolérance parce qu'on est écrit nulle part.
Et donc, s'il y a le moindre inspecteur des impôts qui nous dit ah mais non monsieur, bah on n'a aucune loi d'aide qui nous aide, on est présent nulle part dans les textes, on n'existe pas quoi. D'accord. Donc en fait, c'est pas vraiment des injustices au niveau de des injustices ou en tout cas une volonté d'amélioration de conditions de ce qui est déjà fait. C'est plutôt une volonté de réglementation dans des zones grises. Ouais. Éventuelles, Alors il y a ça. Il faut qu'on apparaisse dans les textes, c'est évident. Il y a cet aspect-là. Après les améliorations, elles se situent pas tellement, je dirais, au niveau contractuel qu'au niveau purement financier. D'accord. Bah c'est clair. Je veux dire, je sais pas si tu as vu par exemple dans l'actualité la publication du rapport Racine, etc. Mais dans d'autres métiers de la création, auteurs de BD, auteurs de livres, etc. Les artistes-auteurs sont dans une grande précarité. Et c'est pas différent pour les auteurs de jeux. C'est juste que nous, on est, je pense qu'on a accepté beaucoup plus facilement que de toute façon on pouvait pas en vivre et que de toute façon c'était un truc de passionné. Mais c'est aussi une manière d'accepter, l'accepter qu'on ne peut pas en vivre. Nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Tu me suis ? Et donc, on se bat pour que les auteurs de jeux puissent mieux se professionnaliser, si tu veux. Qui est quelque chose qui est peut-être aussi en train d'évoluer avec justement l'évolution de la popularité de la production ludique actuelle, qui justifie non pas que les petits milieux n'aient pas le droit à la même chose, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, mécaniquement, il y a une volonté de groupe plus forte pour plus de reconnaissance. Oui, ça c'est vrai, mais ça n'aide pas les auteurs à mieux en vivre, pour l'instant. Tu vois, au niveau de la reconnaissance du jeu en tant qu'objet culturel, oui, nous, les boutiques, les éditeurs de jeux, les distributeurs et tout ça, on peut et on va œuvrer ensemble pour cette reconnaissance-là. Mais d'un point de vue strictement financier, les auteurs de jeux peuvent très difficilement se professionnaliser et vivre de leur métier pour ceux qui en font le choix. Parce qu'il y a des tas de gens qui créent des jeux vraiment pour le plaisir. Et d'ailleurs, je pense que les auteurs de jeux professionnels le font aussi, pas en grande partie pour le plaisir. Mais non, si tu veux, pour gagner le SMIC annuel, un auteur de jeu, il doit vendre 50 000 boîtes d'un jeu à 20 €. D'accord. Donc un premier tirage d'un jeu, c'est entre 3 et 5 000 boîtes. Oui. Donc en fait, si tu fais un hit mondial, tu peux gagner le SMIC ou mieux. Et sinon, non, rien. Oui, et on a une espèce de système aussi peut-être d'effet boule de neige avec les auteurs qui vont se faire un nom en fait, mais ils sont une poignée parmi tous les auteurs de jeux qu'on a qui existent. Effectivement, certains auteurs arrivent à capitaliser sur leur nom, on les connaît, mais tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais c'est loin d'être la majorité, c'est pas l'avenir qu'on peut prêter aux auteurs. Il faut vraiment que ce soit structurel les changements, on pense. Voilà. J'ai également pour toi une petite question de la part de mon camarade Guillaume Shifumi qui n'est pas présent actuellement avec nous. C'est qui ? C'est un grand avec des lunettes, une veste poisson argent. Je t'écoute. Qui me demandait donc dans l'affaire qui oppose Pascal Bernard à Mythic Games, vous avez pris la sage position en soutien de Pascal Bernard. La question étant, sans forcément creuser cette affaire-là en particulier, dans l'ensemble, est-ce que la philosophie de la sage va être de dire si litige il y a, on sera côté auteur, puisque nous sommes la sage, la société des auteurs de jeux, ou bien est-ce que c'est vraiment au cas par cas, en fonction des affaires? Comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous analysez ça? C'est vraiment au cas par cas, évidemment. Par défaut, bien sûr, on a envie de prendre la défense de l'auteur parce que c'est notre vocation, mais malgré tout, on ne perd pas pour autant toute forme d'objectivité ou de jugement. Donc, par exemple, dans le cas de Pascal Bernard, le cas sur lequel je m'étendrai peu parce que c'est une affaire qui va être, ou qui peut-être pas, enfin, qui est en train de se résoudre, soit par négociation, soit en justice, mais donc voilà, quand tu dis qu'on prend parti, on n'a fait que rappeler le fait que il faut respecter les termes d'un contrat, payer les auteurs en temps et en heure, etc., etc., etc. Quand on se demande si on doit prendre position dans ce genre d'affaires, de toute façon, on demande à avoir accès à des pièces du dossier, à parler, etc. Donc, évidemment qu'on n'a pas pris position à la légère. Et je trouve que notre position, d'ailleurs, somme toute, est assez mesurée. On n'est pas en train de dire un tel est un escroc ou quoi. C'est pas ce qu'on dit. On laisse la justice faire son travail, comme on dit dans les films. Voilà, nous, on se contente aussi de rappeler que l'auteur est rarement en position de force dans ce genre d'affaires et que, du coup, notre association existe aussi pour l'aider à retrouver un petit peu de levier pour se faire entendre et obtenir, quand il a légitimité pour le faire, réparation ou des légitimes dommages et intérêts. Voilà. Très bien. Il nous reste un tout petit peu de temps, donc je vais te poser une dernière question qui sera, tu es ici avec la Sage pour donc notamment l'AG qui a eu lieu hier matin. Le reste de Cannes pour la Sage, c'est personnel, c'est alors tous les auteurs qui sont adhérents ont beaucoup de rendez-vous, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais non, en fait on a une table ouverte tous les soirs au Off de Cannes. D'accord. Sur laquelle justement
justement on a de la visibilité auprès des auteurs. C'est le meilleur endroit où il faut qu'on soit. Et on a énormément d'auteurs qui viennent nous voir, qui nous disent qu'est-ce que vous faites, c'est super, etc., etc. Et donc on est là tous les soirs off. Voilà. Super. Merci beaucoup Je t'en prie, Henri Mathilde. d'être venu nous présenter un petit peu ce que faisait la stage à Cannes. Cannes.